Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bien belle journée, que vous avez eu entre vos mains de beaux livres et que vous êtes bien amusés. En tout cas, on va nous voir ce qu'on peut vous proposer comme livre. On regarde ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jismi. Je vous laisse présenter vos invités. Alors, je voulais juste dire qu'on va reprendre les interviews Livre Pays. Je trouvais que l'an dernier, c'était vraiment sympa de faire venir les auteurs chaque semaine, donc on va reprendre cette année. Donc je suis avec Peggy Lou Garbal, l'auteur du jour. Bonjour Peggy. Bonjour à tous. Et la chroniqueuse Koulsoum, on va présenter donc deux livres de Peggy Lou. Alors, qu'est-ce qu'on présente comme livre d'abord? Le premier que vous voulez présenter? À mon coup de cœur, un demi-coup de cœur 2019. D'accord, je vais présenter le livre déjà. Donc c'est ce livre-là qui a été donc... Peggy Lou, le titre c'est... Abdelkrim ou la clé des mondes. Ce qui veut dire? Alors, Abdelkrim en référence au personnage du roman, Abdelkrim Al-Khattabi, donc qui est un personnage historique qui a vraiment existé et qui est vraiment venu à La Réunion en 1926, ou la clé des mondes, parce qu'il y a une intrigue dans ce roman avec une clé. Est-ce qu'on sait les conditions qui ont amené ce personnage à La Réunion? Oui, tout à fait. Abdelkrim Al-Khattabi, ça a été l'instigateur de la guerre du Rif dans les années 20. Il y a eu la bataille d'Anoual en 1921, si je ne me trompe pas. Et en fait, Abdelkrim Al-Khattabi il est resté jusqu'à sa mort d'ailleurs, un personnage très important. Il travaillait dans l'administration. À l'époque, il y avait l'administration française et espagnole dans le Rif. Et en fait, il a voulu œuvrer On va juste pour le Rif. Situer le Rif, pour dire où ça se trouve. Au Maroc. Ouais. Voilà, le Maroc. Et sur la carte, pour que les gens comprennent, c'est un petit peu la côte est, la côte ouest, la côte ouest. Non, c'est plus au nord, puisque nord. plus l'Espagne, Afrique du Nord, voilà. Ouais, le Maghreb, proche de entre l'Espagne. l'Algérie et la Tunisie. Voilà. Voilà, D'accord. c'est le Maghreb. Au moins, voilà, comme ça, les gens savent plus ou moins d'où on parle. Ouais, de loin du coup par rapport à la Réunion, et donc il a voulu créer la République du Rif, et puis il a été emprisonné, arrêté et exilé à la Réunion. D'accord. On va juste rappeler que Il arrive à la Réunion en 1926. D'accord. Je vais juste parler d'un processus de décolonisation qui a commencé au début du XXe siècle, et c'est vrai qu'il y a des pays qui cherchaient à acquérir une indépendance. Ouais. Donc Abdelkrim est exilé à La Réunion. À Château-Morange, Voilà. à l'époque où c'était un magnifique domaine, enfin ça reste toujours toujours un magnifique domaine. mais il y avait 42 hectares, je crois, de jardins, des arbres fruitiers, il n'y avait rien autour, des marais, des champs de canne. Voilà, exilé avec sa suite, 26 personnes en tout à Château-Morange. Et Peggy Lou, en fait, moi, ça a été un coup de cœur parce qu'elle nous fait une rencontre insolite et improbable dans ce roman avec des faits réels. Elle part d'un fait historique. Vous connaissez Agatha Christie, vous avez déjà lu Agatha Christie? Je pense. Vraiment, tout le monde a lu Agatha Christie. Oui, tout le monde a lu. Et en Agatha tout cas, Christie. il y a une chose que beaucoup de gens savent, c'est qu'Agatha Christie, en décembre 2026, elle a disparu pendant 10 jours. Personne n'a jamais résolu cette affaire. Cette fameuse... Voilà, cette fameuse disparition. Et Peggy Lou part en fait de la disparition d'Agatha Christie pour créer son histoire. Et moi, c'était le coup de cœur pour cette rencontre insolite avec une troisième personne, un personnage emblématique à La Réunion. Et toute cette histoire qui se crée, on retrouve l'ambiance un peu Agatha Christie avec les références cultes d'Agatha Christie. On retrouve le personnage pétillant qu'on imagine et qu'on a vu, qu'on retrouve un peu dans ses livres aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait ce côté ludique. C'est moi j'ai appris en fait cette histoire d'Abdelkrim parce que personnellement je ne le connaissais pas. Et ça m'a permis aussi d'aller sur Wikipédia et de chercher un peu à la découverte de ce personnage et qui était-il en fait. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, l'outre-mer, et là je ne vais pas sans doute faire plaisir au corps enseignant, après la sortie de Ségolène Royal sur un plateau d'une chaîne nationale qui disait qu'on envoyait les profs pédophiles en outre-mer. Je veux dire que l'outre-mer était vraiment... Ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'outre-mer était vraiment l'endroit où on envoyait en exil les gens qui embêtaient le pouvoir.
pour ceux qui s'en souviennent, le prince Vincent a fait partie aussi de cette... voilà. L'outre-mer était à l'époque, Cayenne était un peu la référence, parce que c'était la prison. Mais ici à La Réunion, c'est vrai que même des poètes, il y a des poètes qui sont venus ici dans leur moment où ils n'étaient pas forcément bien. Donc c'est pour vous dire qu'à Delcrime, La Réunion était un petit peu la prison de ce monsieur, quoi. Oui, en plus, une île d'où il est quand même assez difficile de s'évader. D'ailleurs, il s'évadera, il va repartir beaucoup plus tard, une vingtaine d'années après avoir été ici. Et en fait, il y aura une évasion rocambolesque, c'est-à-dire pendant une escale vers un détroit, il va partir, il va rallier l'Égypte. Il aura réussi quand même. Oui, 20 ans quand même pour préparer et partir. Imaginez le voyage en bateau, partir de La Réunion et puis remonter tout l'océan Indien. Sur une carte, je dis remonter, je me trompe peut-être de terme, mais c'est un sacré voyage qu'il aura fait quand même. Ah bah oui, Mombasa, Port Saïd, et puis ils rejoignent le canal de Mozambique. Oui, ça fait long. D'accord. Et dans ce livre-là, Abdelkrim, ou La clé des mondes, qu'est-ce que ce personnage va apporter justement dans sa quête de vouloir créer un pays, de vouloir... C'est pas la trame, c'est vraiment une sorte de polar fantastique avec un zeste. Il faut bien préciser que c'est un zeste de roman historique. C'est Peggy Gou, elle est partie d'un fait réel, historique, pour créer son propre polar, sa propre trame fantastique. Parce qu'il y a du fantastique, donc... Pour moi, il y a d'abord une rencontre, un choc culturel entre Agatha Christie et Abdelkrim, qui, ils sont pas vraiment... nous avons la bourgeoise anglaise, Abdelkrim qui avait ses traditions bien ancestrales de son pays, donc c'est quand même une rencontre assez cocasse entre ces deux personnages. Et après, il y a la trame polar, donc il faut peut-être oublier... Je veux dire, avec ce roman, on découvre Abdelkrim, c'est vrai, mais on n'a pas... c'est pas là pour parler de ce qu'Abdelkrim a fait dans son pays. C'est vraiment le polar fantastique qu'il faut mettre en avant. Voilà, parce que je précise tout le temps, je ne suis pas historienne. Il y en a d'autres qui ont écrit sur Abdelkrim au niveau historique et qui l'ont fait très bien. Mais je pars néanmoins de bases historiques, dont Abdelkrim en 1926 et Agatha Christie. Et moi, au départ, je ne connaissais pas non plus Abdelkrim. Moi, je suis partie d'Agatha Christie. Et quand elle a disparu mystérieusement, c'était en 1926, en décembre 1926. Et donc, alors après, selon l'histoire, quand elle est décédée, Agatha Christie, elle n'a jamais voulu dire ce qu'elle avait fait pendant les 12 jours où elle a disparu. Et à sa mort, on a trouvé un papier dans ses affaires qui disait, avec le sens du suspense, le secret de ma disparition se trouve au Pera Palace, qui est un hôtel à Istanbul où elle avait l'habitude de séjourner. Et là, ils ont dû bien démonter la chambre quand même parce qu'ils ont trouvé une clé sous le plancher. Ils n'ont jamais su à quoi servait cette clé. Donc moi, j'étais partie de là en me disant, forcément, elle va ouvrir sur La Réunion, puisque je voulais écrire sur La Réunion. Et donc, j'ai cherché un événement historique qui s'est passé à La Réunion en 1926. D'accord. Et il se trouve qu'en octobre 1926, Abdelkrim Al-Khattabi arrive à La Réunion et j'ai été absolument fascinée et bouleversée par son histoire que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'allais dire que il y a eu des émissions là-dessus. On a parlé de ces 10 jours où on ne sait pas où était passée Agatha Christie. Et aujourd'hui encore, les hypothèses et les suppositions sont multiples, mais on n'a toujours pas de réponse. La question est la suivante, c'est que quels sont le pourcentage de chance ou de malchance que ces deux êtres-là auraient pu se croiser? C'est plausible. Avec Peggy Gou, c'était plausible. Oui, peut-être dans la vie réelle. Mais en plus, j'ai trouvé ça assez fascinant parce que, comme disait Gaëlle, en fait, ils sont très différents à la base. Elle, c'est une bourgeoise anglaise protestante. Lui, c'est un guerrier très cultivés, musulmans, ils n'ont pas du tout la même vie. Et je me dis, là, elle va arriver à Château-Morange, qui est quand même à l'époque une prison, puisqu'il est en résidence surveillée à Château-Morange. Et je me dis, mais quel lieu formidable pour un huis clos, puisqu'après, bien sûr, il y a des morts qui s'enchaînent, puisque c'est un polar aussi. Et du coup, ils sont obligés de faire cause commune pour démasquer le meurtrier.
Et il y a toute cette relation-là entre deux personnes assez différentes qui était assez intéressante à travailler. En tout cas, vous avez la trame. Je vous souhaite une très bonne lecture. On va passer à l'autre ouvrage. Alors, moi, je vais vous parler de Les larmes de l'éléphant. Donc, ça a été écrit en co-écriture avec Émilie Ducrot et Peggy Lou Gerbal. Bonjour. Donc, le livre, il met en lumière, en fait, tous ces enfants du Ceylan, de Sri Lanka, qui a été peut-être volé, peut-être arraché, peut-être mis à l'adoption. Et ce sont des Européens, notamment là dans l'histoire. C'est un couple de Français qui va adopter la petite Émilie, et c'est son histoire. C'est l'histoire de la petite Émilie qui se fait adopter. Voilà, de Émilie Ducrot. Alors, pour ceux qui se rappellent de Star Academy, d'Émilie Ducrot, et de son passage aussi, donc c'est ce personnage qui est donc au centre de cet ouvrage. Je l'avais reçue sur le plateau à l'époque. Elle est venue parler du fait qu'elle a été enlevée du Sri Lanka. Elle est venue raconter son histoire. Et c'est ce livre qui vous permet de connaître peut-être un peu plus sur son histoire. Et l'histoire des enfants enlevés de leur famille, ce n'est pas seulement une histoire d'avant. C'est une histoire qui continue. On l'a vu encore avec... là, par contre, j'ai oublié cet épisode qui a fait aussi l'objet d'un film. Ces enfants d'Afrique qui étaient enlevés par des organismes d'aide pour être placés en France. Ça a créé... Les enfants de la Creuse ? Non, pas ceux-là. Non. En Afrique ? Non, c'était il y a quelques années de ça. Ah, d'accord. Et effectivement, ça part souvent d'un bon sentiment de vouloir prendre l'enfant pour s'en occuper. Sauf que quand l'enfant commence à se rendre compte qu'il n'est pas pareil que ses parents ou pareil que ses frères et sœurs, ça crée des... Oui, donc là, on a toutes les difficultés de l'adoption et puis comment elle se recherche. Elle recherche. Alors moi, je voulais demander à Peggy Lou le titre, Les larmes de l'éléphant. Alors, comment Alors, le titre a été proposé par Émilie. Les larmes parce que c'est une histoire triste, et puis de l'éléphant parce que l'éléphant c'est l'emblème du Sri Lanka, et c'est vrai que le titre est assez poétique. On a quand même ajouté un sous-titre pour que le lecteur comprenne de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas si vous voyez, victime d'un trafic d'enfants. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au titre, parce que moi, ça m'a fait penser à autre chose. Je suis partie au Sri Lanka, et je sais qu'on avait visité une sorte de parc où c'était des éléphants orphelins, en fait. C'était très, très émouvant, et j'ai pensé, en fait, à ça. C'est de suite. On va aussi aller dans le symbolisme. L'éléphant, c'est un animal imposant, et quelqu'un qui est costaud, qui est fort, qui pleure, ce sont des images qui sont souvent... On dit ça, ce sont des paradoxes, un petit peu lorsqu'on dit qu'un colosse au pied d'argile. Oui, mais alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça peut-être été possible parce qu'en 2009, on a l'arrêt de cette guerre civile au Sri Lanka qui a opposé pendant très longtemps les Tamouls et les Singalais. Donc peut-être que là, il y avait une faille et qu'on a pu arracher ou voler ces enfants à leurs parents. Alors là, donc l'arrêt officiel, on va dire, il y a toujours des tensions, hélas, au Sri Lanka. En fait, là, ça concerne un trafic d'enfants dans les années 80. Émilie a découvert ça tout à fait par hasard. C'est une amie qui lui envoie une vidéo retraçant un trafic d'enfants dans les années 80 au Sri Lanka. Et Émilie est née en 1985. Elle regarde la vidéo et puis là, est citée dans le reportage l'avocate qui s'est occupée de son dossier d'adoption avec ses parents, qui est citée comme une commanditaire du trafic. Et à partir de là, elle contacte un détective au Sri Lanka qui lui apprend que ses papiers sont faux. Oui, que tout est faux. Il faut bien dire qu'en fait, les parents adoptifs, quand ils se rendent là-bas, eux, ils ne sont pas au courant du trafic. Ils arrivent, ils passent par une avocate qui a pignon sur rue de plus. Donc, ils ne s'imaginent absolument pas le trafic. Ben oui, elle dit que tout est faux, que les papiers, et les seules choses qui sont vraies, ce sont son visa de sortie du territoire
Il n'y a que ça qui Oui, le avait, visa a été donné pour qu'elle puisse sortir du territoire. En fait, ces papiers sont faux. Aucune petite fille n'est née à l'hôpital ce jour-là. Le numéro de registre correspond à rien. Et elle s'est aperçue après. Voilà, Émilie a une association qui s'appelle les Enfants de Ceylan. Donc, elle est parfois en contact avec d'autres personnes qui ont subi ça. Et elle s'est aperçue qu'en fait, ces papiers, il y en a beaucoup qui avaient exactement les mêmes. Ouais. Alors, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on coécrit? Comment on rentre comme ça dans l'histoire de quelqu'un? Comment on coécrit Alors c'est un exercice assez difficile, très enrichissant. Donc là on est en coécriture, c'est-à-dire qu'Émilie, on a établi ce qu'on appelle un pré-sommaire sur ce qu'elle voulait, de quoi elle voulait qu'on parle dans le livre. Et puis elle m'a raconté, on a eu des entretiens, elle m'a raconté, j'ai écrit, voilà comment ça s'est déroulé. Merci Peggy. Mais c'est très, très compliqué parce que déjà c'est une histoire vraie, une histoire quand même assez bouleversante. Oui. Et c'est très compliqué d'écrire en jeu en plus. Voilà, c'est très intense comme travail. C'était le jeu qui signifie à nous. Qui était Oui, en fait, je dis je, mais à la place d'Émilie, puisque c'est son histoire et on se sent d'autant plus impliqué dans cette histoire qu'on écrit je. Alors, moi j'ai une question, donc je t'es écrivain. Est-ce que parce que moi des fois j'ai du mal en fait avec les témoignages, les récits personnels. Je peux comprendre qu'une personne veut nous raconter un peu ce qui se passe de sa vie et des fois je me dis il aurait pu faire le tri parce qu'il y a des choses qui est importante et tout. Est-ce que tu lui as dit des choses pour faire le tri en disant où elle voulait te donner des éléments et tu lui as dit non, ça on peut pas le rajouter parce que du coup tu avais plus de recul ou ça on va le mettre ou voilà. On en a pas mal discuté. Oui. Elle m'a dit il y a certaines choses elle ne veut pas parler, elle veut parler de ça. Donc moi évidemment c'est son histoire, j'ai respecté la chose même si j'ai eu quand même carte blanche pour écrire ce en livre. Lui expliquant qu'est-ce qui pourrait Je crois pas avoir eu de réserve. De réserve, c'est son histoire. Il y a certaines choses dont elle a voulu parler. Voilà, je l'ai écrit. Et ces histoires des enfants adoptés posent toujours beaucoup de problèmes dans la société parce que cette recherche de leurs origines est quand même essentielle pour la construction de leur vie. Voilà, il est évident aujourd'hui, d'autant qu'on se rappelle qu'on adoptait beaucoup d'enfants d'Europe de l'Est en métropole, et qu'ici l'adoption est très difficile à faire à La Réunion. Mais lorsque il y a des enfants qui sont adoptés, c'est vrai que de leur restituer leur passé, leur restituer leurs racines, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Surtout qu'on essaye de cacher souvent à l'enfant ses origines. Pourtant, la plupart des gens ont l'impression que c'est quand même une seconde chance. Dans l'absolu, c'est vrai. Ça peut être. Dans l'absolu, c'est vrai, parce que l'enfant va avoir de quoi manger, un toit, va pouvoir aller à l'école, avoir une éducation. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on oublie derrière, c'est que quelle est l'importance de nos racines, de notre passé, savoir qui sont nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents. Parce qu'on a besoin, l'individu aujourd'hui a besoin de savoir ça. Et c'est là le problème. On ne peut pas arriver dans un monde comme ça en disant « je suis né un jour et j'y débarque là ». Elle parle de ses parents adoptifs dans son... Elle en parle un petit peu. Alors, Émilie dit l'adoption internationale, c'est jamais une chance. Enfin, il y a une seconde chance qui est donnée par l'adoption, mais qu'en fait, quitte à adopter, il faudrait plutôt adopter dans le pays de l'enfant. Mais on sait que c'est très compliqué d'adopter en France notamment. Elle dit, voilà, l'adoption internationale, c'est pas une chance parce qu'on arrache l'enfant à son pays. Évidemment, c'est pas ce que veulent faire les parents adoptifs. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. En se disant, on va adopter un enfant, on va aller là où ils sont le plus pauvres, on va l'arracher à la misère. Mais quelque part, on l'arrache aussi à son pays. Oui, ses parents, alors elle parle surtout de son père à la fin de la Star Academy qui a arrêté, qui lui a dit « Bon, maintenant, je suis contente que ma fille en sorte ». Sa mère, elle est un peu là pendant toute son histoire. Elle est un peu là, elle est jamais très loin. Mais voilà, donc on la voit, mais c'est assez discret, elle est là à des moments clés, on la voit, mais c'est surtout
son histoire, c'est son histoire à elle. Donc, elle va raconter, elle, ses faiblesses, comment elle va se sortir de son enfer. Et bon, ses parents sont là, oui, mais c'est pas vraiment l'objet de ce... Voilà. Oui, c'est très intériorisé aussi, oui. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'être adopté, c'est déjà assez compliqué, même quand on est dans une bonne famille, qu'on est heureux, parce qu'il y a toujours des questions sans réponse. Alors quand on apprend en plus qu'on a fait partie d'un trafic d'enfants et qu'on sait que forcément les conditions de l'adoption, c'est soit on a été volé, soit on a été vendu, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que c'est encore plus difficile à accepter. Oui. Sur ce point, il y a quelque chose quand même que La Réunion n'a pas encore pris le temps de regarder. Le peuplement de La Réunion, c'est des gens qui sont venus de métropole, de Madagascar, de l'Inde, d'Afrique, et arriver sur une île, recommencer à zéro, reconstituer les racines, regardez tout le temps que ça prend. Regardez comment parfois on voit des gens qui sont pas bien, parce que depuis une dizaine de générations, ils ont dû tout reconstruire. Donc c'est pour ça que je disais que adopter, c'est un minimum qu'on peut offrir. Et c'est vrai que ça part d'un bon sentiment. Offrir à manger, un lit, un toit. C'est vrai que c'est bien, mais il faut penser à restituer aux enfants adoptés leur passé, leurs origines. Ouais. C'est extrêmement important. D'accord ? Alors, je vous remercie, en tout cas, pour ces échanges, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je voulais juste rajouter, donc, pour Abdelkrim ou La Clé des Mondes, donc, publié chez Ludir, avec le soutien de la région Réunion. Et je souligne que les aides régionales, c'est très important pour le développement de la culture à La Réunion. Voilà. Et c'est une trilogie. Oui, c'est vrai. En tout cas, il a eu le dernier mot. Merci Yael, merci Peggy Lou et merci également à Koulsoum. En tout cas, j'espère que ça a été un peu différent de la semaine dernière. C'est un peu plus, ça prend un peu plus aux tripes. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à vous les filles. Alors, on va regarder on va regarder un petit reportage sur la glorieuse de la Plaine des Palmistes. On va s'intéresser au camp Agathe et Christian Victory va en parler juste après le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Nous sommes ici sur un lieu historique de la Plaine des Palmistes. C'est l'emplacement du premier camp militaire installé au milieu du 19e siècle, vers 1847, 48, 49.
Et le gouverneur Greb avait demandé au lieutenant Textor de Ravisi de prendre le commandement de ce camp militaire. Alors nous projetons, avec l'accord de notre population, de nos administrés, de transformer cet espace en musée, en rapport avec cette période riche de notre histoire palmiplénoise. Et nous allons végétaliser davantage l'espace. Et à côté de ce lieu éminemment historique, nous souhaiterions également mettre en place un arboretum avec des plantes endémiques de la plaine des Palmistes. Ici, c'est un site historique et il s'appelait Sainte-Agathe. Donc je suppose que quand les bâtisseurs sont arrivés, c'était le 5 février, le jour de la Sainte-Agathe. Donc le lieu et le camp, il s'agit du camp Agathe. Alors Agathe, c'est une sainte qui était à Catane en Sicile et qui a osé défier le centurion, et donc il y a eu des sévices contre elle. Et la population conserve une vénération pour cette sainte, qui est aussi la patronne des fondeurs de cloches et des nourrissons, parce qu'on lui avait coupé les seins. Alors, donc c'est le nom de la plaine. La plaine aurait peut-être dû s'appeler Sainte-Agathe, mais l'église s'appelle par contre Sainte-Agathe. Donc là, avant, il y avait un bâtiment qu'on appelait la maison Ritou, qui est en fait le camp Agathe. Mais maintenant, lors de la dernière mandature, ils ont mis un nouveau bâtiment qui est complètement disharmonieux par rapport au premier. Donc il s'agit de les harmoniser et puis d'avoir une politique culturelle intéressante par rapport à ce centre, qui est quand même un centre historique. Nous sommes en 1848, donc preuve que la plaine des Palmistes n'a pas connu toute la période esclavagiste. C'était un pays neuf. C'est ça qui est intéressant à la plaine. La Possession vous a invité pour des ateliers de Réparali Café le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jo TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020
le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et R3R organisent sa 3e édition de manifestation Caisse à savon Course la Moque le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Rando Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.